Le Salon de l'inclusion, les balados pour démystifier l'expérience de vivre avec des incapacités en ville. Beaucoup d'étudiants universitaires ayant une incapacité invisible sont stigmatisés dans leur contexte d'études. Les autres étudiants peuvent en effet avoir des perceptions négatives ou de l'incompréhension face à cette situation. Une étude de 2022 a rapporté que les personnes présentant des incapacités invisibles pouvaient se sentir comme n'étant pas prises au sérieux comparativement aux personnes ayant des incapacités visibles. Une étude de 2018 soulève le sentiment constant que les personnes ayant des incapacités invisibles ont d'être surveillées. Ils doivent revendiquer pour obtenir les adaptations nécessaires à leurs activités. Certaines rapportent même qu'ils doivent utiliser des aides techniques plus normalisées dans la société au détriment de leur confort et de leur santé. Dans une étude de 2019, les femmes ayant des incapacités visibles et invisibles rapportent composer avec des micro-agressions au quotidien en raison de leur genre et leurs incapacités. Les femmes ayant des incapacités invisibles ont rapporté devoir composer avec une stigmatisation plus forte due à l'invisibilité de leur situation. Plusieurs études mettent en évidence que les personnes ayant certaines incapacités invisibles présentent des enjeux sociaux et de santé mentale plus élevés que la population générale. Une étude de 2018 démontre que les personnes ayant des incapacités invisibles présentaient une vision négative d'eux-mêmes et de leur corps plus élevée que celles ayant des incapacités visibles. Bonjour, bienvenue au Salon de l'inclusion. Aujourd'hui, on va parler d'incapacités invisibles. Je suis avec David Gauthier qui va animer cette discussion avec moi aujourd'hui. Salut tout le monde. Salut David. Et avec Sylvain et Anonyme. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par incapacité invisible? À ce sujet, on a discuté avec Dr Martin Cahouette, qui est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et chercheur au CIRIS. Ses intérêts de recherche portent entre autres sur l'autodétermination des adultes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, et il nous a partagé sa vision de ce qu'est une incapacité invisible. Premier élément que j'aurais envie de dire là-dessus, c'est qu'est-ce que c'est que le handicap invisible, en fait. Puis, pour moi, le handicap invisible, c'est un handicap où il n'y a pas nécessairement d'évidence, là. On n'observe pas nécessairement des caractéristiques, notamment physiques ou motrices, qui nous permettent d'identifier, de repérer que la personne est en situation de handicap. Mais il y a malgré tout, chez la personne, en fait, des éléments, en fait, qui peuvent être repérables chez elle. Et pour être capable de repérer, en fait, ces éléments-là chez la personne, qui sont peut-être des éléments plus comportementaux, qui vont nous apparaître quand on est en interaction avec la personne, je pense que ça demande un certain questionnement sur qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui est normatif et puis qu'est-ce qui fait partie de cette diversité-là. Donc, pour moi, il y a cet élément-là, en fait, qui est essentiel, c'est-à-dire de reconnaissance d'une diversité, en fait, de façon d'être, de façon d'interagir, de façon d'entrer en relation. Et à partir du moment où je suis capable, d'une part, d'être conscient que ma façon de penser, d'être, de vivre n'est pas nécessairement la façon de l'autre et où je projette pas chez l'autre nécessairement ma propre façon de vivre et de penser, cette remise en question-là des présomptions, je pense que là, c'est là que je peux reconnaître que la personne qui est devant moi a peut-être des capacités, des incapacités différentes des miennes, puis là, qu'il y ait une meilleure reconnaissance de cette diversité-là. Et pour moi, ça, c'est un enjeu important, puis c'est un enjeu aussi qui est beaucoup associé à la question des rythmes. Tu sais, je trouve que le fait de projeter chez l'autre ses propres rythmes de réponse, rythmes dans la façon de vivre, de réagir finalement aux différents éléments du quotidien, je pense que ça, pour moi, ça m'apparaît un enjeu important là, pour les personnes qui entrent dans cette catégorie-là de handicap invisible. Merci beaucoup à vous deux de vous présenter aujourd'hui pour partager votre expérience. Donc, avant de commencer, si vous voulez parler un petit peu de vous, pour donner un peu une idée de qui vous êtes et d'où vous venez. Ouais, moi, c'est Sylvain, puis je vais commencer par me présenter moi. Je suis un adulte de 41 ans, puis je vis avec un trouble du spectre de l'autisme. J'ai vécu avec ça toute ma vie, mais je suis formellement au courant depuis environ 5 ans. Puis, en quoi ça consiste? En gros, moi, je suis considéré comme un autiste hautement fonctionnel, donc je parle, marche et mange et respire comme la plupart des humains. Mais
J'ai des petites incapacités invisibles intéressantes, j'oserais dire. Comme par exemple, une incapacité quasi totale à entretenir une conversation banale. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour moi de m'arrimer sur des sujets extrêmement concrets. Bien qu'avant d'être diagnostiqué, j'ai passé mon temps à apprendre à masquer ces choses-là. J'ai une sensibilité très particulière aux textures, comme tantôt, je me suis fait rappeler souvent de pas mettre mon nez sur le micro en métal. En ce qui me concerne, vous devriez essayer. Puis aussi, des fois, je vis des choses qu'on attribue à des enfants qui sont plus lourdement atteints là, sur le spectre. Comme de temps en temps, je me roule en fœtus chez moi là, quand j'ai un surplus de stimuli. Donc, il y a des détails comme ça là, que je vis de façon légère et subtile. Qu'est-ce qu'on appelle des shutdowns ou des meltdowns là, dans le royaume de l'autisme. Là. Ouais, donc il y a beaucoup de situations, surtout socialement, là, où est-ce que, mettons, je vis ça, où est-ce que j'ai tendance à vouloir me rouler en boule puis me boucher les oreilles. Là. Mais ça se voit pas. Merci, Sylvain. Donc, bonjour. Moi, j'ai volontairement choisi de ne pas divulguer mon identité parce que j'ai une condition pour laquelle il y a vraiment beaucoup de préjugés associés qui, je vous dirais, me sont presque aussi nuisibles et handicapantes que la maladie elle-même. J'ai des douleurs chroniques, un diagnostic de fibromyalgie, avec aussi de la fatigue chronique et des migraines chroniques. Ce que ça implique pour moi, c'est que j'ai jamais pas mal, je suis jamais pas fatiguée, j'ai peu d'énergie, puis j'ai un corps qui va réagir de façon inattendue et inconstante là, à beaucoup de choses. Quand je parle de fatigue ou de douleur, là, si je vous donne un exemple un petit peu plus concret, c'est juste rester assise longtemps dans une position où je dois musculairement me tenir le tronc ou tenir mes bras vers l'avant ou tenir ma tête droite. Ça peut m'amener de la douleur puis ça peut me rendre très fatiguée. Ça peut des fois me rendre tellement fatiguée que le lendemain, je suis rien capable de faire. Mais d'autres fois, non. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Super intéressant. Je serais curieux d'en apprendre un peu plus sur qu'est-ce que ça représente de vivre avec une incapacité invisible. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu des expériences sur vos vies? Et j'aimerais t'envoyer la question en premier, cher anonyme. Je dirais, c'est tellement là quelque chose avec quoi que je vis au quotidien que j'aurais de la difficulté à tout nommer les impacts que ça peut avoir pour moi. Puis c'est justement quelque chose que je trouve quand même difficile à faire comprendre. Si je vous donne un exemple là, concret, mettons, d'une affaire qui m'est arrivée quand même récemment, là, j'ai une de mes nièces qui habite à l'extérieur, puis là, elle venait à Québec elle s'est mise à faire un sport là, cette année, du cheerleading, puis elle adore ça, elle est super fière. Puis là, elle venait à Québec, fait qu'elle me disait « Tu vas venir me voir ». Là, j'avais envie d'aller la voir, moi, fait que là, je m'organise pour me rendre là. C'était au centre des congrès, me semble. J'ai tenté d'assister une première fois quand elle est venue. Ça n'a pas bien été. Une autre fin de semaine, elle est revenue. J'ai essayé encore d'y aller en me préparant mieux puis en préparant plus de stratégies. C'est tellement difficile que j'ai décidé de ne plus y aller à l'avenir. Tellement difficile. C'est très, très coûteux pour moi pendant que je suis là, mais c'est pas grave parce que je suis contente. Quand je dis c'est coûteux, ça veut dire j'ai mal, ça veut dire je suis fatiguée, ça veut dire tout le long, il faut que je m'endure. Mais je suis contente de la voir, puis ça lui fait super plaisir. Mais après, ça a des conséquences beaucoup trop longtemps pour moi. Le lendemain, pas encore capable de faire quelque chose, ça a été au surlendemain avant que je sois capable de retrouver un petit peu là, de fonctionnel, de fonctionnement, de mon niveau de fonctionnement à moi, qui est déjà très faible. Mais là, c'est que si je peux me permettre, pour la plupart des gens, je pense qu'on parle de quelque chose d'assez trivial. Là, tu sais, je devinerais que la plupart des autres personnes qui allaient voir le cheerleading, il n'y avait pas besoin de se faire une feuille Excel avec un budget d'énergie puis des stratégies. Là. Ça, c'est assez particulier. Là. Je vois l'incapacité invisible jouer là-dedans. Là.
Ça t'arrive peut-être à toi aussi, hein? Moi, quand je vais à une activité, il faut que j'essaie de planifier à l'avance, ça va être quoi tous les problèmes ou disons, les situations qui peuvent augmenter mes problèmes, puis que j'essaie de les prévenir. Mais des fois, même en faisant ça marche pas. Ouais, puis même quand tu fais tout comme il faut, ça se peut que ça marche pas quand même. Ça, je peux comprendre ça. Oui, je comprends qu'il y a beaucoup d'adaptations que vous pouvez faire, des adaptations qui peuvent être aussi coûteuses en énergie, mais j'imagine aussi qu'il y a des environnements qui peuvent être plus difficiles à adapter. Ben, ça m'a fait penser, Sylvain, tu nous avais déjà parlé aussi de certains environnements qui étaient peut-être plus problématiques pour toi. Il y avait la salle de sport ou des parties avec des amis. C'est des environnements qui sont souvent pleins de stimuli, pleins de gens et difficiles à adapter quand même. Donc, ouais, j'ai un léger problème avec les environnements peuplés. Puis c'est juste que c'est tellement bizarre de découvrir ça après coup. Comme par hasard, j'ai fait ces choix-là. Puis comme par hasard, ma maison est un sanctuaire de silence. Comme par hasard, j'ai aimé le silence, l'acoustique étouffée de ma maison, qui est comme une vieille église, comme une vieille chapelle. Mais c'est très intéressant que tu étais capable de vraiment faire toutes ces adaptations-là pour avoir un environnement qui corresponde à ce que tu veux vraiment. J'avais un problème que les autres avaient pas. Puis je suis content de m'être forcé à y aller, quand même. Parce que la chose confortable que j'aurais pu faire depuis que j'étais enfant, c'était rester chez moi. Les yeux fermés puis les oreilles bouchées. C'est la seule chose qui aurait été confortable, ultimement. Incluant être ici aujourd'hui. Je t'entends parler et je vois que tu mets beaucoup l'accent sur les adaptations que toi, tu fais. J'imagine que c'est parce que tu as l'habitude de le faire. Mais je me demande si il y aurait certaines adaptations dans la société, certaines politiques qui pourraient t'aider. Exemple, avoir accès au stationnement adapté ou encore des politiques d'environnement sans parfum, par exemple. J'aimerais tellement ça, là, puis on dirait que c'est tellement juste un rêve, qu'est-ce que tu me dis là, que je vois même pas que ça pourrait être possible. Je comprends. Puis je dois toujours le rappeler aussi, hein, c'est pas juste j'ai expliqué puis dit à des gens proches ou des nouvelles personnes dans ma vie qu'est-ce que j'ai besoin, c'est les gens l'oublient, puis c'est normal. Même mes amis proches, ma famille proche, je dois souvent le redire. Puis des choses que je pense qu'ils ont compris vont pas... à un moment donné, il se passe quelque chose que je me dis « Ah, ben non, ils n'avaient pas compris. » Puis c'est normal, c'est moi qui suis capable de voir puis de comprendre qu'est-ce que ma condition puis mes limitations apportent dans mon quotidien. C'est normal que les autres soient pas capables de penser à tout, puis c'est normal qu'ils l'oublient. Choisir son entourage pour que nos faiblesses deviennent des forces, là, c'est cliché, mais ouais, moi dans mon cas, ça m'a donné, ça m'a vraiment apporté c'est un facteur facilitant dans mon existence. Puis je le vois parce que, tu sais, de pouvoir comprendre comment les gens, comme leur façon d'être bizarre puis que ça devienne normal, au fond. Mais je m'en rends plus compte quand je regarde aller les enfants. C'est comme par hasard, mes amis me ressemblent un peu des fois, puis leurs enfants, quand on les voit grandir, on voit les mêmes petites manies, dans quelques cas. Fait qu'à travers le regard des enfants aussi, on comprend mieux, on peut mieux se comprendre soi-même aussi, là. Je trouve ça frappant que ma première idée de réponse puis la tienne, c'est à peu près la même affaire, là. On a essentiellement dit, je veux juste que les gens autour de moi respectent mes demandes puis respectent qu'est-ce que j'ai besoin. Puis on nous a demandé de voir grand puis de dire dans un monde idéal où tout se peut, puis on a juste dit le minimum, là, la base, puis ça nous paraît déjà trop demandé. Ça me fait penser un peu à, tu sais, faut que j'y pense fort là, pour me dire ce serait quoi des choses qui m'aideraient dans mon environnement, là. Mais faudrait que je puisse avoir accès au matériel adapté que j'ai besoin. Faudrait que je puisse avoir une place où je peux aller me coucher, prendre des pauses, puis même peut-être faire des siestes dans la journée. Puis pour toi, Sylvain, un peu dans la même perspective, ça serait quoi ta chaise plus grande? Moi, ma grande chaise, c'est sûr que c'est une forme d'environnement hyposensoriel, là. Mais comme c'est la première chose que j'ai demandé quand je suis arrivé à mon emploi que j'occupe présentement, c'est quoi les conséquences
pour être surpris caché sous son bureau. Parce qu'il y a des super bureaux, ce qui manquerait juste un rideau, puis ce serait la chambre parfaite, là. Mais j'aime bien, dans les aéroports, il y a quelque chose comme ça. Des espèces de pancartes avec un centre de recueillement. Oui. Puis c'est un genre de symbole, soit laïque ou multireligieux, là, avec quelqu'un qui se penche sur un tapis ou qui fait la prière, les mains en croix, ou qui médite, là. Plutôt bien, ça. Puis il manquerait juste un petit puzzle à côté ou quelque chose comme ça, tu sais, de dire recueillement, soit de prière ou pause sensorielle, tu sais. Peut-être que ça existe déjà, mais ça, c'est bien. Ça te donne une idée sur ma grande chaise, elle a l'air de quoi? Elle se referme complètement comme un œuf. Effectivement, il y a plusieurs aéroports qui mettent en place des espaces. Ça sent Souvent, calme. c'est les mêmes espaces pour la prière que pour un moment de calme, mais c'est vrai que c'est pas ça court toujours pas les rues. explicite. Non, mais ça Faudrait court pas que ça les le rues soit. non plus. Ben, surtout que, mettons, ma tribu, tu sais, je suis pas le représentant d'une tribu, mais en tout cas, je pense que les gens qui me ressemblent, c'est pas eux qui vont voir un symbole de prière puis qui vont dire, tiens, ça, c'est l'endroit où je dois aller. Là. Absolument. Mm. C'est important, Ça devrait les être quelqu'un en symboles. prière, mais qui a les mains sur ses oreilles comme ça. Donc, la fin de notre discussion approche tranquillement et on voit qu'il y aurait quand même beaucoup de changements à faire dans la société. Je vous demanderais, avant de finir, ça serait quoi les messages clés que vous voudriez transmettre aux gens qui nous écoutent? Est-ce que vous auriez comme des actions concrètes que les gens pourraient faire, de messages que vous voulez que les gens retiennent? Ouais, mais moi, même que j'aurais un fourmillement de suggestions là, à proposer, ben, disons, si jamais tu vois quelqu'un qui est caché sous une table, tu sais, vérifie s'il respire encore, puis si ça a l'air d'être un truc social, ben, tu peux lui apporter un coussin. C'est juste, au lieu de trouver ça bizarre, là, fais juste, tu sais, l'aider, puis allonger la liste des choses qu'on considère normales, là, ça nous aiderait beaucoup, ça. Tu sais, de pas... comment qu'on dit ça, déjà? Pas stigmatiser, mais... tu sais, quand tu maintiens quelqu'un à l'extérieur de la tribu, là... De pas exclure... Ouais, il y a un mot pour ça que je vais oublier parce que je le cherche, là. Puis il y a une autre histoire aussi, ce serait de changer la façon dont on réfléchit pour avoir, tu sais, toujours sous la main, là, d'être toujours capable d'expliquer à quelqu'un qui comprenne ou non, c'est pas grave, mais de dire « je fais ceci pour cette raison-là ». Fait que de dire « là, je me retire parce que il y a trop de stimuli ». Puis ça me surcharge. Ou je vais sous la table parce qu'il y a trop de gens, puis socialement, c'est difficile pour moi. Ou je vais dehors parce que j'ai envie de fumer à 9 mètres de la porte, ou peu importe. Mais juste, pas passer son temps à justifier, mais essayer de créer un monde où est-ce que on est prêt à expliquer nos raisons d'agir. Comme ça, la chose la plus bizarre, avec la raison qui l'accompagne. Fait que tu sais, d'être capable de dire, ben moi, je vais me retirer parce que j'ai vraiment accumulé, là, ma batterie est vide, socialement, j'ai plus d'énergie pour rester ici. Donc, Je vous adore tous, mais je m'en vais. La raison pourquoi je m'en vais, c'est que moi, je suis surchargé. Je laisserai pas les gens penser peut-être qu'ils nous aiment pas, peut-être qu'ils aiment pas la musique, ou non, c'est que j'aimerais ça rester ici, mais dans une autre vie, je serais un party animal, mais là, j'ai besoin d'aller me plier dans une couverture. Tu sais. Et toi, Anonyme, ce serait quoi tes messages clés que tu aimerais donner aux gens qui nous écoutent? Je trouve ça quasiment frappant parce que c'est essentiellement à peu près la même affaire que Sylvain, ce que je voulais dire. Les handicaps se rencontrent comme les grands C'est esprits. fou, hein? Ouais. On peut les mettre en emphase, c'est parfait. Mais je dirais là d'abord, parce que c'est un peu plate parce que c'était en lien avec un peu l'attitude, hein, fait que c'est plus dur d'être très concret. Je vais essayer d'être concret là pour quelqu'un qui se dit oui, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour aider quelqu'un là, tu sais, moi ici maintenant là. Ben quand j'explique ma limite puis que je fais ma demande, ne sois pas intrusif. N'insiste pas à me demander ce que j'ai pour que je me justifie puis que je détaille ma liste de diagnostics puis ci puis ça. Il y a une limite entre la curiosité et être intrusif. Et c'est une question de respect, là, de respecter la vie privée des gens, puis de pas demander de toujours justifier. De pas essayer non plus de normaliser, parce que ça invalide beaucoup. Ah, moi aussi je suis fatiguée après telle affaire. Mais c'est pas le même genre de fatigue, puis ça se ressemble pas. Fait que pas invalider ce que je vis non plus, pour avoir d'ouverture puis respecter ma situation puis mes besoins, c'est deux choses qui peuvent être faites,
qui ferait une grande différence. Merci à vous deux pour vos partages. Ça nous a vraiment permis d'avoir une meilleure idée de vos réalités respectives. On voulait terminer l'épisode avec une réflexion intéressante que Dr. Cahouette nous a partagée lors de nos discussions avec lui. L'autodétermination, pour moi, c'est au cœur des travaux de recherche que je fais. Puis l'autodétermination, finalement, c'est être capable d'agir en fonction de sa volonté, puis d'avoir l'opportunité de se retrouver dans des environnements qui nous permettent, en fait, de faire des choix qui correspondent à ce qu'on veut véritablement. Je trouve que un élément qui est souvent important, c'est qu'il y a une espèce de promotion de ce qu'on appelle l'autonomie, mais qui est bien plus souvent de l'indépendance que de l'autonomie. Puis ça, pour moi, dans les bonnes attitudes à avoir, c'est se questionner à savoir si le soutien que j'amène à la personne lui permet d'être autonome ou si, au contraire, je suis dans une recherche d'indépendance qui est parfois une espèce de visée, en fait, complètement utopique pour certaines personnes qui composent avec différentes formes d'incapacité. Et quand, dans le secteur du handicap invisible, pour moi, ça, c'est d'autant plus important parce qu'on s'attendra pas d'une personne qui se déplace en fauteuil roulant, qui évidemment se mettent à marcher subitement. Pourtant, des personnes qui vivent avec un fonctionnement neurologique ou cognitif particulier, on s'attend parfois d'eux qu'elles réagissent en fait comme si elles n'avaient pas ces particularités-là. Je pense entre autres aux personnes autistes qui ont des sensibilités sensorielles, qui auront peut-être toujours ces sensibilités sensorielles-là, puis pourtant dans notre façon de les accompagner, c'est comme si on cherchait à faire disparaître ces sensibilités-là, alors que la solution passe par un environnement qui tient compte de ces particularités-là. Et pour moi, c'est se questionner puis faire la distinction entre l'indépendance et l'autonomie. L'indépendance, c'est agir seul. L'autonomie, c'est agir pour soi. Donc, une bonne attitude à mettre en place, c'est de dire que le soutien que je mets en place est ce qui permet à une personne d'agir en fonction de ce qu'elle veut réellement. Quand j'adapte, par exemple, un environnement sonore pour qu'il soit moins agressant pour une personne autiste, ben, je lui permets de pouvoir choisir d'aller à la salle d'entraînement ou de fréquenter un lieu qu'habituellement, elle aurait plus de difficultés à fréquenter. Donc, pour moi, cette distinction-là, elle est importante. Merci encore de nous avoir écoutés aujourd'hui et on se retrouve au prochain épisode. Merci à tous. À bientôt. Ce balado a été possible grâce au soutien des fonds de recherche du Québec et de l'équipe PSVI.